présentation suivante est faite par Elsa Delanoux sur les enjeux sociétaux et l'adaptation des filières aux controverses sur l'élevage. Donc un sujet aussi sans doute qui mériterait plus que 5 minutes de discussion, qu'on pourra poursuivre aussi pendant les pauses. Voilà, donc Elsa, vous avez la parole pour 25 minutes. Merci. Merci. Bonjour, alors donc je suis Elsa Delanoux, je remplace Véronique Van Tilburg qui est en déplacement à Montréal en ce moment et qui vous prie de l'excuser. Et je suis donc en thèse de sociologie autour des controverses sur l'élevage. Je travaille avec un laboratoire de l'université Rennes 2 qui s'appelle Espace et Société, mais je travaille aussi très étroitement avec les 3 instituts techniques animaux, l'Institut de l'élevage, l'IFIP, Institut du porc, et l'ITAVI. Donc c'est un travail qui concerne l'élevage dans sa globalité, pas que l'élevage de volailles ou de pondeuses. L'objectif de cette présentation va être de fournir quelques clés de compréhension des remises en cause qui émanent de l'ensemble de la société à propos de l'élevage. Et pour ça, la présentation va se passer en 2 parties. Premièrement, expliquer ce qu'est une controverse, qu'est-ce qui la compose, comment elle fonctionne, quels sont les enjeux de la controverse sur l'élevage. Et dans une deuxième partie, quelles sont les actions que les filières peuvent mettre en œuvre ou qui sont déjà mises en œuvre, quelles tentatives de réponse à ces remises en question et quelle posture adopter face aux enjeux sociétaux. Donc tout d'abord, un regard sur la controverse qui entoure l'élevage, avec ses enjeux, en quoi la controverse participe de la recherche d'un accord sur le type de la société, et en quoi l'incertitude participe également de la controverse. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une controverse ? Une controverse, c'est ce qu'on appelle un conflit tripartite. Donc tripartite, ça veut dire qu'on a 3 acteurs qui sont impliqués dans ce type de conflit, 2 parties qui vont s'affronter, qui sont en désaccord, et un public qui va juger l'affrontement des deux acteurs en désaccord. Et en fait, la présence de ce public est déterminant dans ce type de conflit particulier qu'est la controverse, parce que l'enjeu pour les acteurs en affrontement va être de rallier le public à leur cause. Et également, ce qui est important dans une controverse, c'est qu'on est dans un conflit argumenté. On n'est pas, bien sûr, dans un conflit avec violence physique, par exemple. Là, les armes vont être les arguments. Le fait qu'il y ait un public qui soit juge va imposer aux acteurs de la controverse un contrôle de leur image. On va notamment essayer de ne pas s'auto-discréditer. Et également, c'est là qu'on comprend que l'accès aux médias va être déterminant pour transmettre ces arguments au public. On a également différentes stratégies de publicisation ou de confinement du débat par les acteurs. Publicisation, ça veut dire des acteurs qui vont chercher à dévoiler des choses, dévoiler des arguments, ouvrir le débat à un maximum de participants et de l'étaler, entre guillemets, sur la place publique. Tandis que d'autres acteurs vont plutôt chercher à confiner le débat autour d'acteurs qui sont considérés comme légitimes à prendre parti. Une controverse, ça progresse grâce à des épreuves. Les épreuves, c'est chaque moment où une décision est prise, où un changement s'effectue, où des acteurs choisissent de faire évoluer leurs pratiques, etc. L'épreuve, c'est le changement. Et finalement, une controverse, avec la mise bout à bout de toutes ces épreuves, ça va être un processus créatif, avec une modification des normes. Au début, on a une remise en cause des thèses dominantes, qui vont finalement aboutir à la construction petit à petit de nouveaux consensus sociaux. Pour illustrer ce qu'est une controverse, appuyons-nous sur l'exemple des vidéos que l'association L214 a diffusées à plusieurs reprises au cours de l'année 2016 sur les abattoirs. Vous avez forcément entendu parler de ces vidéos. On est là dans un débat, dans une controverse entre les 2 acteurs en affrontement qui sont les abattoirs d'un côté, l'association L214 de l'autre. Le public, ici, est intéressant car on peut l'identifier de 2 manières. On a un public qui va être direct, qu'on peut appeler de direct, c'est-à-dire que c'est les personnes qui vont être en capacité de prendre des décisions pour la fermeture des abattoirs. Ça, c'est le public directement concerné par cette controverse.
Mais on a aussi un public plus indirect, c'est toute l'audience de ces vidéos, tous les gens qui ont vu ces vidéos chez eux, sur leur... voilà. Et cette audience, en fait, elle va influencer, c'est un public indirect parce qu'il va influencer le public direct. Le fait qu'il y ait une grande audience, une émotion très importante qui ait eu lieu autour de ces vidéos, va avoir influencé le public direct qui prend les décisions pour la fermeture des abattoirs. Donc, ce premier public direct a finalement eu... Les épreuves qui ont eu lieu ont abouti à une nouvelle norme réglementaire qui influence directement les abattoirs. Mais le public indirect, finalement, la controverse dans ce cas-là contribue à faire avancer les normes sociales, la connaissance, la sensibilité pour les conditions d'abattage des animaux commence à être un sujet qui est important dans le débat social pour les consommateurs. Plus largement, la controverse sur l'élevage va impliquer le monde associatif et le monde agricole. Ces deux mondes en opposition, il faut être conscient qu'eux-mêmes sont assez hétérogènes. Ces deux mondes sont eux-mêmes parcourus par des controverses. L'accord sur le type d'élevage que l'on souhaite n'est pas conclu dans chacun de ces mondes-là. Les publics de la controverse sur l'élevage sont tout d'abord les citoyens consommateurs qui, par leur consommation, peuvent influencer les pratiques, les citoyens qui peuvent se mobiliser et qui peuvent aussi voter. Et là, on aboutit au deuxième type de public de la controverse sur l'élevage, sont les pouvoirs publics, les gens qui font les normes, qui influencent les pratiques d'élevage. On a également deux types de publics acteurs, c'est des acteurs avec un statut assez flou, sont les médias, qui vont transmettre les arguments des acteurs de la controverse, mais qui ne les transmettent pas forcément de manière très symétrique. On a une sélection de certains arguments qui vont être amplifiés. Ensuite, on a aussi les industries agroalimentaires et les distributeurs qui, parfois, mettent en place des cahiers des charges particuliers, qui influencent donc la demande qu'ils font aux producteurs et également sont influencés par la demande des clients. La controverse participe de la recherche d'un accord sur le type de la société. En tant que remise en cause d'un compromis, l'enjeu de la controverse va être de rétablir une règle commune au groupe. On peut identifier au moins 4 grands désaccords qui entourent l'élevage, la façon d'élever les animaux, et également en allant plus loin la façon de les mettre à mort, l'impact des activités humaines sur les milieux naturels, l'impact sur la santé de la production animale et, plus globalement, le système de développement socio-économique que l'on souhaite. Le fait qu'il y ait une controverse autour de l'élevage, ça traduit le fait qu'il n'y ait pas de compromis actuellement sur la place de l'élevage dans la société et sur le traitement des animaux dans la société prise dans son ensemble. Mais d'où elle vient, cette controverse? Je vais faire là un petit rappel historique. On part au départ d'un consensus social qui avait lieu dans les sociétés agraires, où le rapport à l'animal et plus globalement au milieu était envisagé dans leur dimension productive. On avait une opposition très nette entre le cultivé, ce qui était près de la maison, et tout ce qui n'était pas cultivé, et par extension la forêt. On retrouve cette dichotomie cultivé-forêt dans la catégorisation des animaux, sauvages contre domestiques. Sauvage, ça vient de silva, la forêt, domestique, la maison, domus. Ce compromis social, qui permettait de classer le monde, commence à se déliter dès le milieu du XVIIIe siècle, où là, on a une transformation très importante des pratiques agricoles. Les animaux changent de statut par la révolution industrielle, de engins de motorisation, de moyens de locomotion et moyens de produire des aliments. Ils ne deviennent plus que des moyens de produire des aliments. À ce moment-là aussi, la zootechnie se développe avec une recherche particulière sur l'amélioration des races. Et quand on employait le terme d'amélioration, il s'agissait d'adapter au maximum l'animal à son statut productif.
Également, une période où les abattoirs sont éloignés de la scène publique. On a à ce moment-là aussi des transformations de rapport à la nature. L'animal de compagnie commence à faire son apparition, c'est-à-dire que les animaux qui avant étaient justement productifs ou moyens de locomotion, etc., commencent à pénétrer dans la sphère intime des individus et ne servent à rien, à part tenir compagnie. On observe les premiers zoos et une forme de fascination pour le sauvage qui se développe. Et c'est à ce moment-là que les premières lois de protection animale sont édictées, la loi Grammont en 1850, qui punit les sévices imposés aux animaux dans la sphère publique. Au milieu du XXe siècle, on fait un bond un petit peu dans l'histoire, on a une diversification de l'agriculture. On a la diffusion d'un modèle d'agriculture moderne, rationalisé et intensifié, qui va devenir le modèle dominant. Mais à la même période, on a également la création de systèmes qui vont se porter en alternative à ce système dominant, en 1960, et créer le Label Rouge. On a également l'essor d'une forme d'éthique environnementale, une conscience de l'impact humain sur la nature, tout ça dans les mêmes années. Dès les années 60 est créé le premier parc national de France, le parc de la Vanoise. Le militantisme écologique commence à s'organiser. La Fédération française des sociétés de protection de la nature est créée en 68 et c'est plus tard ce qui va devenir l'Association France Nature Environnement. Et dans les années 70 est créé le ministère de l'Environnement. Et en parallèle de ça, on a un peu le même type de situation qui se produit avec les éthiques animales. L'abolitionnisme, c'est-à-dire la remise en question de la légitimité de tuer des animaux pour les manger, apparaît autour des années 75. Donc on en parle beaucoup depuis les 5-10 dernières années, mais c'est finalement une éthique qui date des années 70. Et dans les années 60, on a l'apparition de la première association de protection d'animaux d'élevage, l'OABA. Auparavant, on avait la SPA qui existait, mais elle n'était pas spécifiée sur les animaux d'élevage. Et plus récemment encore, une des épreuves importantes de la controverse sur l'élevage, c'est la crise de la vache folle dans les années 2000, fin 90, qui va être une crise de confiance majeure de la part de la société envers l'élevage. Elle est responsable de plusieurs chocs. Tout d'abord par la mise en évidence de pratiques d'alimentation des animaux qui vont être considérés comme contre nature, les farines animales. Et également le choc produit par les abattages massifs d'animaux. Donc la filière réagit rapidement et crée la filière bovine, crée la charte des bonnes pratiques d'élevage, avec des points spécifiques, une attention portée à la traçabilité. La consommation de viande rouge reprend, dans une tendance à la baisse qui se poursuit, mais elle reprend. Mais on observe là, c'est là où on peut faire la dichotomie entre les épreuves, les normes, etc., et les normes sociales qui sont d'un temps un peu plus long. L'inquiétude vis-à-vis de l'industrialisation des systèmes de production, elle reste et elle est durable. Alors, un point qui est intéressant et qu'il faut bien comprendre dans ce qu'est une controverse, c'est que la controverse produit de l'incertitude. Une controverse, on l'a dit, c'est une remise en question de normes qu'on croyait établies. Et par la remise en question de ces normes, finalement, on a plein de sens différents qui vont émerger de la société et qui vont s'affronter pour devenir la nouvelle norme. Ces sens, ils sont également issus de différents types de connaissances. Et là, en sociologie, il faut comprendre que le mot « connaissance » ne s'applique pas uniquement aux connaissances scientifiques. Il existe d'autres manières de connaître le monde qui nous entoure, autrement que par des connaissances scientifiques, des croyances, etc. Mais également, l'incertitude va produire la controverse, en quelque sorte. Parce que dans la controverse sur l'élevage, on se trouve face à des questions qui mobilisent souvent la notion de risque. Risque environnemental, risque sanitaire, et le risque, c'est scientifiquement difficile à évaluer de manière très objective. On est dans un raisonnement probabiliste qui, là, laisse la porte ouverte à différents types d'interprétations et donc de controverses. Et également la nature des questions qui sont posées dans la controverse sur l'élevage. L'impact environnemental des élevages, par exemple,
est un impact qui peut être très local, mais avoir des conséquences ou des répercussions dans des territoires très éloignés. On parle de temps long et de phénomènes des impacts à temps très courts, donc c'est des questions qui sont difficiles scientifiquement à élucider. Donc l'incertitude va produire de la controverse. Finalement, l'enjeu pour les parties prenantes de la controverse, c'est de réduire cette marge d'incertitude auprès du public. Et là, justement, on se dit, est-ce que finalement une expertise ne serait pas suffisante pour réduire cette marge d'incertitude ? Déjà, parfois, cette expertise, elle est impossible, typiquement quand on parle de risque ou d'impact diffus. Deuxièmement, cette expertise, parfois, elle n'est pas nécessaire. On va le voir plus loin. Parfois, la confiance, elle se fait sur des relations sociales qui n'ont pas forcément de lien avec l'expertise. Et parfois, cette expertise, elle est insuffisante, justement quand il n'y a pas confiance dès le départ dans les connaissances qui sont mobilisées. On peut apporter tous les chiffres qu'on veut, ils seront considérés comme invalides. Autour de l'élevage, on a 4 grands types d'incertitudes. Les incertitudes autour de l'environnement, autour de la condition des animaux, autour de l'impact sanitaire et autour, globalement, de modèles de développement socio-économique. À l'intérieur de chacun de ces grands thèmes, on a différents points de débat un peu plus précis qui sont listés ici. Et tout ça, c'est important de voir que souvent dans les médias, ces arguments qui sont contre l'élevage, ils sont utilisés comme des arguments contre la consommation de viande. On y reviendra plus tard si on a le temps. Alors, quels sont les enjeux de cette controverse pour les filières d'élevage et quels sont les points de vigilance à avoir quand on est pris dans une controverse de ce type? Tout d'abord, éviter de penser en termes d'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est généralement un concept qui est mobilisé quand on cherche à mesurer qualitativement et quantitativement les contestations, combien de personnes s'opposent, combien de personnes pensent ceci, cela. Ensuite, évaluer la robustesse et l'objectivité des remises en cause. Est-ce qu'elles sont vraiment appuyées sur des faits scientifiques ? Avec souvent une idée de pragmatisme. Il s'agit de penser la faisabilité de la demande sociale, souvent faisabilité économique. Et enfin, généralement, on essaye d'identifier des leviers pour rendre acceptable telle ou telle pratique ou tel élevage. En fait, l'acceptabilité sociale, elle présente 3 risques d'accentuer la conflictualité. Tout d'abord parce qu'elle crée une polarisation des positions entre les différents acteurs, elle déséquilibre les positions. On a finalement des acteurs qui vont être légitimes à définir l'élevage et à le rendre acceptable, et également un clivage agriculture-société. Or ici, la controverse, justement, fait entrer de plein fouet l'agriculture dans la sphère sociale. L'acceptabilité présente aussi le risque de discréditer les acteurs qui sont en face, avec une forme de négation de leurs connaissances, qu'elles ne sont pas scientifiques, par exemple. Et enfin, elle a tendance à amener une hiérarchisation des énoncés. On va réfléchir souvent sur des pratiques particulières, alors que finalement, il faut aussi penser le rôle social de l'élevage dans sa globalité. Et deuxièmement, la question de la faisabilité, souvent, elle empêche de penser finalement ce qui remet trop en cause le modèle dominant. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de controverse. C'est un terme plus neutre qui permet de connaître tous les énoncés questionnant l'élevage et d'y apporter des réponses pertinentes sans éviter les remises en cause qui gênent. Deuxièmement, faire attention entre les normes, qu'elles soient sociales ou réglementaires. Souvent, on répond à des critiques sur certaines pratiques en expliquant que la réglementation est comme ça et que puisque la réglementation est respectée, on est dans notre bon droit et on a de bonnes pratiques. Le problème, c'est que dans ce type de débat, la réponse en termes de normes réglementaires n'est pas suffisante pour réduire l'incertitude. Tout d'abord, chacun attribue différentes valeurs aux normes réglementaires. Pour les éleveurs, par exemple, ça peut être une fin en soi. Je respecte la réglementation en termes de bien-être animal, donc mes animaux sont bien. Pour les contestataires, malheureusement, la réglementation n'est pas un gage de bonne pratique et la réglementation est insuffisante
dans le cadre du bien-être animal, par exemple, pour garantir un réel bien-être des animaux. Et ensuite, on est dans un climat social de méfiance envers le respect des normes. Donc il s'agit là de rétablir la confiance, invalider toutes les raisons de se méfier, et ça passe à une échelle locale par l'intégration sociale. Et finalement, on se rend compte que, c'est ce que je disais précédemment, l'expertise n'est pas forcément nécessaire. On a parfois des élevages qui cherchent à s'installer et qui ne voient pas d'opposition locale se déclencher parce que socialement, ils sont très intégrés, ils connaissent leurs voisins, ils leur parlent fréquemment et ils ont pu répondre à leurs inquiétudes au fur et à mesure et les invalider au fur et à mesure. Finalement, face à ce type de controverse, on peut identifier 3 types de postures possibles. Premièrement, s'adapter au coup par coup aux épreuves. Par exemple, s'adapter au coup par coup aux différentes réglementations qui traduisent quelque part le nouveau consensus social en termes réglementaires. La charte des bonnes pratiques a été créée après la crise de la vache folle. Anticiper ces épreuves. Essayer de percevoir comment les débats sociaux vont être traduits en termes de normes réglementaires et s'y adapter en avance. Par exemple, beaucoup de filières d'élevage sont actuellement engagées dans des mesures de réduction de l'utilisation des antibiotiques sans qu'il y ait une réglementation formelle sur ce sujet-là, en autodiscipline. Et enfin, répondre aux évolutions plus globales et plus profondes des normes sociales. Et ça peut se faire, par exemple, en élaborant des systèmes de production qui répondent à l'ensemble des dimensions de la controverse ou à différents points de la controverse. Ces 3 postures, il ne s'agit pas de faire l'un ou l'autre, on peut essayer de faire les 3, de temps en temps faire l'un et à un autre moment faire un autre, etc. Pour conclure, je voulais faire le lien entre la controverse sur l'élevage et les pratiques de consommation. On est actuellement dans un climat où des justifications éthiques sont apportées à de nouveaux modèles de consommation alimentaire, que ce soit réduction de la consommation de viande qui va jusqu'au végétarisme, en passant par différents stades de diminution. On a également des courants plus locavores ou de goût pour le terroir, pour la naturalité des produits, et aussi d'autres courants plus dans l'équitable, dans les circuits courts, la juste rémunération de la production, etc. Donc, et finalement, ce qu'on peut noter quand même, et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que toutes ces éthiques, finalement, elles convergent vers une remise en cause d'une forme de production vue comme industrielle. Voilà. Merci Elsa pour cette présentation. Ça a le mérite d'essayer d'objectiver le débat, d'essayer d'organiser les différents enjeux qu'il y a. Et donc, place au débat. Alors, comme auparavant, malheureusement, vu qu'on a un calendrier serré, on a 5 minutes pour poser des questions. Voilà, merci. Bonjour, merci pour cet exposé. Christine Le Terrier de l'INRA. J'avais une question. Est-ce qu'on a une compréhension du fait que dans cette controverse, en fait, souvent, le problème du bien-être animal, des conditions d'élevage, fait écran à toutes les autres questions. C'est-à-dire que c'est quand même très massif par rapport aux autres points qui font controverse, comme vous avez dit, les 3 autres points. Alors c'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant les années 2000, ou à partir par exemple de 2006 et de la publication du rapport Livestock Long Shadow, c'était l'impact environnemental de l'élevage ou les nitrates et les algues vertes. À ce moment-là, donc fin des années 2000, c'était plutôt l'impact environnemental de l'élevage qui était sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt le bien-être animal qui commence à prendre le pas, peut-être parce que les normes réglementaires en termes d'environnement ont été édictées et le sujet a été pris en main au niveau juridique. Peut-être que c'est ça, enfin c'est une hypothèse. Deuxièmement, les controverses sur le sujet sanitaire sont très corrélées à des moments de crise, à des épidémies. Donc ça ressort et ça ressortira.
Mais c'est vrai que là, d'ailleurs, on pourra en discuter, la grippe aviaire, je trouve que c'est un sujet qui a fait moins débat dans les médias, par exemple, mais c'est peut-être juste mon ressentiment, je ne sais pas. Et aujourd'hui, alors de la question du bien-être des animaux, on est passé encore plus loin à la question de l'abattage des animaux aussi. Et ça, c'est par exemple... alors voilà, c'est le jeu de l'affrontement. Dans la controverse, c'est une lutte et le front, des fois, se déplace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des associations, comme par exemple l'OABA ou la PMAF, qui est maintenant Wellfarm. Ce sont des associations qui ne sont pas contre l'élevage et qui travaillent depuis 40-50 ans à améliorer les conditions des animaux dans les élevages et les pratiques de production. Et aujourd'hui, le message de ces associations, il est complètement à l'ombre de celui des associations anti-élevage qui ont un retentissement médiatique beaucoup plus important. Et ça porte préjudice aux associations qui essayent de travailler avec les filières pour améliorer les pratiques, parce que maintenant, on est dans une situation un petit peu de blocage entre élevage et association de protection animale, quoi. Bonjour, donc je suis Laurence Lamotte, je suis chercheur à l'INRA. Dans votre conclusion, vous avez dit qu'il y a 3 postures possibles pour les filières. C'est s'adapter au coup par coup, anticiper les épreuves et répondre aux évolutions des normes. Et vous n'avez pas évoqué ce qui est proposé par le ministère de l'Agriculture autour des laboratoires d'innovation territorialisés, qui consiste à essayer de trouver un compromis entre les acteurs aux intérêts divergents, dans le cas des filières de production animale, c'est-à-dire les filières, et puis les usagers qui sont soit les consommateurs, soit les protecteurs de la cause animale, par une attitude itérative, c'est-à-dire on se met d'accord sur une évolution possible, on la teste, chacun donne son avis sur ce prototype, et ceci de manière récurrente avant une phase de déploiement. Est-ce que c'est une posture que vous considérez différente de celle que vous avez Non, pour moi, ça rentre complètement dans l'élaboration de nouveaux systèmes de production adaptés aux demandes sociales. C'est une manière d'intégrer la demande au fur et à mesure dans la conception de système. Voilà. Pour moi, ça rentre complètement dans le 3e point que j'ai évoqué. Bonjour, Christophe Casaban, Seva Santé Animale. De la controverse, je voudrais votre opinion sur un paradoxe. On voit dans le public davantage de demandes pour des élevages en parcours, libre parcours, et d'un autre côté, on voit bien avec les crises sanitaires comme l'influenza, qu'on demande davantage de confinement. Ouais. Donc je voudrais avoir votre opinion de sociologue sur ce paradoxe et comment est-ce qu'on peut y remédier. Oui. Que dire à part que chacun est bourré de paradoxes dans ses demandes et voilà. Et oui, effectivement, on a souvent dans les demandes sociales des concurrences entre l'environnement d'un côté, le bien-être animal de l'autre, les conditions de travail de l'éleveur de l'autre, etc. C'est pour ça que peut-être trouver un système qui réponde à l'ensemble des demandes, ça me semble difficile. Après, on a fait il n'y a pas longtemps un focus group qui faisait rencontrer des éleveurs et des citoyens pris au hasard. Et la question du plein air est beaucoup ressortie, parce que finalement c'est une des demandes principales sociales, c'est que les animaux soient en plein air, aient accès au plein air. Et l'éleveur, justement, expliquait, moi je suis éleveur plein air et actuellement mes poules sont confinées parce que c'est comme ça, j'ai pas le choix. Et en fait, c'était très bien compris. Les gens ont très bien compris que il devait faire comme ça à ce moment-là et que c'était comme ça. Et il n'y a pas eu du tout de critique particulière sur ce point-là. Donc après, par contre, résoudre tous les paradoxes, c'est peine perdue. Peut-être pas que c'est peut-être pas peine perdue, mais ça me semble vraiment très compliqué. Après, justement, les méthodes de lab, comme on vient d'être évoquées, où chacun expose. Et là, ce qui était intéressant, c'est que l'éleveur pouvait répondre « Oui, moi, j'aime bien, mes animaux sont en plein air, mais actuellement, ils ne peuvent pas l'être. » Et en fait, cette méthode de réponse et de dialogue, elle permet de résoudre certains des paradoxes. Il faut expliquer, quoi. En quoi c'est mettre les paradoxes, vraiment les montrer et expliquer en quoi c'est des paradoxes.
Pierre-André Gérard, de Société Adiceo. Bravo pour votre excellente présentation. Il y a un mot qui manque dans la présentation, je pense, c'est éducation. Ne devrions-nous pas commencer, nous, dans nos filières, à éduquer très précocement le public à ce qui est fait, être beaucoup plus transparent, beaucoup plus tôt dans l'éducation? C'est sûr que ça participe, l'éducation, et d'un sens comme de l'autre. Enfin, c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de ça qui est presque des fois... qui peut presque des fois mettre mal à l'aise, parce que les associations aussi de protection animale et d'environnement, elles veulent aller dans les écoles, et finalement les filières sont dit, nous aussi on va aller dans les écoles. C'est un terrain d'expression de la controverse également, mais c'est vrai que bien sûr ouvrir les portes, ça facilite la connaissance et la compréhension et la tolérance, et c'est sûr. Et oui, il y a une vraie méconnaissance des pratiques d'élevage, ça c'est vrai. Je vais abuser de ma position pour vous poser la dernière question. Vous l'avez juste effleuré là dans la discussion. Moi, j'étais frappé par le fait que L214, qui ces derniers mois s'est beaucoup intéressé à l'abattoir, aux abattages, etc., dans une émission sur France Inter, le journaliste a été jusqu'au bout en interrogeant la présidente, qui a fini par avouer qu'ils étaient contre l'élevage, en fait, que leur action, ce n'était pas contre les conditions d'abattage, mais contre l'élevage. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir une meilleure visibilité de ces associations, y compris, alors on peut aller plus largement aussi, des journalistes, des médias, quelles sont les positions des différentes structures, associations, pour y voir plus clair, parce que c'est un peu comme, je ne sais pas, si une association de cyclistes se mêlait de regarder quelles sont les normes des contrôles routiers par les radars sur l'autoroute. Je veux dire, il y a quand même... On a une mauvaise visibilité de ça. Est-ce qu'on ne devrait pas plus s'intéresser à la description de ces différentes catégories? Je suis d'accord. Sur ce sujet, je suis toujours étonnée de voir que L214 est invité sur plein de plateaux et que la question fondamentale de la légitimité de l'élevage n'est pas toujours questionnée. J'ai pas de réponse à ça, mais je pense qu'il ne se présente pas forcément comme anti-élevage de prime abord. Non, justement, c'est ça. Oui. Pour avancer petit à petit vers tout d'abord un meilleur bien-être des animaux en abattoir, qui est une première étape. Et ensuite, une fois que cette étape-là, elle sera mise en œuvre, aller vers plus d'abattage du tout. Et aussi, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il souhaitait que les gens d'eux-mêmes diminuent leur consommation petit à petit. Donc plutôt que... Alors oui, s'attaquer aux abattoirs directement, mais surtout s'attaquer aux consommateurs et essayer de le faire amener à ne plus manger de viande. Et ça masque un peu l'activité des associations type OABA, qui est quand même aussi plus constructive. Voilà. Bon. Merci. Je vous propose... J'avais aussi une question. Non, mais quand on est éleveur, on se sent quand même très interpellé sur le sujet. Par rapport à tout ce qu'on est en train de dire sur l'élevage, la réflexion qu'on a souvent, nous les éleveurs, c'est de se dire, est-ce que collectivement on mise sur le bon interlocuteur, qui pour moi est vraiment l'éleveur, en termes de communication, parce que souvent on fait beaucoup de communication produit qui est nécessaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des moyens qu'on devrait mettre sur l'éleveur, parce qu'il a la confiance du consommateur, parce qu'on a d'un côté consommateurs, ONG, qui ont la confiance, et donc est-ce qu'il ne faudrait pas miser un peu sur cet interlocuteur-là, et après avoir une stratégie aussi avec les différents canaux de communication où on voit que les buts ne sont pas les mêmes. Il y a la communication média, presse et ainsi de suite, chaîne d'information. Et puis après, il y a tous les réseaux sociaux aussi qui influencent de plus en plus. Et est-ce qu'il n'y a pas un travail collectif à mener sur ce sujet-là? Et après, après j'ai un deuxième sujet qui est relié à tout ça. C'est ce que je disais dans mon introduction, c'était la place donnée à l'objectivité des données pour qualifier le bien-être. Et on voit aujourd'hui qu'on a une espèce de lutte d'influence entre le travail qu'on mène, et puis alors vous l'avez dit justement, d'ONG qui travaillent depuis longtemps sur le sujet. Parce qu'on a une difficulté quand même, c'est de savoir jusqu'à où aller avec ces gens-là, parce que souvent quand même leurs actions sont à géométrie variable. On peut de temps en temps avoir l'impression de bien travailler, et puis tout d'un coup, ils nous font aussi des actions terribles. Je prends CIWF, qu'on cite souvent comme qui voulant travailler. En même temps, ils ont quand même fait une action de lobbying avec des dessins d'enfants qu'ils ont postés dans les boîtes aux lettres des députés européens à l'époque de la controverse sur le lapin, il y a encore pas plus tard que 2 semaines. Donc du coup, voilà, jusqu'à où on va sur le sujet, quoi.
Voilà, du coup, il y a 2 points. Ouais, 2 points. Prends Ouais. le temps pour répondre. Premièrement, la stratégie de communication des associations. Il faut être bien conscient que dans des associations, on a un service com et un service plus opérationnel. Voilà. Que ces services-là ne sont pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. On a certaines personnes avec qui on travaille de CIWF qui nous ont dit, oui, bah, désolé pour la campagne, mais on a besoin de récolter de l'argent et on n'a pas de subvention de l'État, donc nous, l'argent, c'est les dons publics, c'est les dons du public. Et pour avoir des dons, il faut qu'on fasse des campagnes. Ouais, donc c'est pas évident. Donc voilà. Et deuxième point, la communication à travers les éleveurs. Je pense qu'effectivement, c'est un point clé parce que la confiance, en sociologie, ça a été montré que la confiance, ça se fait de manière interpersonnelle. Un humain qui parle à un autre humain, et là, la confiance peut s'instaurer. Que quand on n'a que des campagnes médiatiques ou des publicités, la confiance ne sera pas gagnée, quoi. Par contre, c'est pas évident, toujours, pour des éleveurs de répondre à des interpellations de la société. Il faut justement être dans une posture d'écoute et surtout pas frontale, quoi. Pédagogue, etc. Donc je pense que c'est une clé, mais que tout le monde n'est pas forcément capable de le faire, mais il faudrait s'appuyer dessus. Et d'ailleurs, on l'a vu quand on a fait ce fameux focus group réunissant citoyens et éleveurs, où là, les éleveurs ont vraiment expliqué leurs pratiques, et ça s'est très bien passé. C'était vraiment concluant, quoi. Et deuxièmement, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que, il faut être conscient que la controverse, elle se place à 2 niveaux. On a la controverse médiatique qui explose, et on en entend parler quasiment tous les jours. Finalement, si on va avoir le commun des mortels, je ne suis pas sûre qu'elle soit si implantée dans les esprits. Là, typiquement, dans ce fameux focus group, à un moment, un éleveur a évoqué L214 et les gens autour n'avaient aucune idée de ce que c'était. Alors après, il y a quelqu'un qui a dit « mais si, c'est ceux qui ont fait les vidéos. » Ah oui, d'accord. Enfin, et au bout d'un moment, la discussion aussi a été orientée vers « mais de toute façon, eux, ils sont contre l'élevage. » Et là, tout le monde a éclaté de rire. Enfin, donc il faut aussi relativiser. Merci Elsa. Merci. Pour cet exposé.